As-tu déjà eu l'impression que ton cellulaire était littéralement greffé dans ta main? Ou encore qu'une détox digitale de temps en temps, c'était suffisant pour t'éviter les contre-coups de l'hyperconnectivité? Pour en parler, on va droit au but avec Laurie Michel, fondatrice de Vivala, une firme pionnière en bien-être numérique qui aide à la déconnexion. Pas de leçon de morale ici, juste une bonne dose de bienveillance et de conseils réalistes pour quiconque souhaite revoir la place de la technologie dans sa vie. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans flafla et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello, hello, Laurie, bienvenue sur Foutrement Vrai. Comment vas-tu? Merci Annie de me recevoir, je vais super bien, merci. Avant que tu te présentes à nous, j'ai toujours une question que j'aime poser sur le podcast qui fait un lien évidemment avec notre thématique et c'est la santé mentale en fait pour toi. Comment est-ce qu'on fait pour en avoir une qui est bonne, qui est saine pour en prendre soin? Ben, moi, dans ma tête, la santé mentale, c'est vraiment comme un bien-être global. Donc, ça vient toucher à plein de choses. Souvent, on pense santé mentale, c'est juste, tu sais, tout ce qui est psychique ou mental, mais il y a tout un tas de liens, en fait, à faire aussi avec notre santé physique, tout ce qui est social aussi. Donc, je te dirais que c'est une espèce d'harmonie pour moi entre tous ces sujets-là, que ce soit harmonie avec soi, harmonie dans ses actions, dans ses décisions également, comment on se voit, comment on agit, puis comment on se parle aussi. Ah oui, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis en même temps, pour moi, c'est important de parler de santé mentale parce que justement, souvent, on va adresser peut-être plus le côté physique en négligeant cet aspect-là. Mais c'est vrai que même lorsqu'on parle de santé mentale, il faut intégrer l'ensemble des sphères, c'est essentiel. Donc, merci. On aimerait donc savoir un peu plus qu'est-ce qui t'a amené, Laurie, à te spécialiser dans le domaine du bien-être numérique. Donc, qui es-tu et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors j'aime partager ma petite anecdote d'ancienne accro à mon téléphone. C'est ça, il y a quelques années, on va dire que j'ai eu des problèmes vraiment de contrôle vis-à-vis de la technologie, des réseaux sociaux, mais aussi de l'intégration de tout ce qui était technologie en provenance du travail dans ma vie personnelle. Donc, je suis arrivée à un moment de ma vie où je passais 8 heures par jour sur l'ordinateur parce que c'était mon travail. J'étais en charge de tout ce qui était communication, gestion des réseaux sociaux, tout ce qui était développement de la notoriété d'une marque. Donc, forcément, je baignais vraiment dans le numérique. Et à côté de ça, j'avais comme une passion, j'avais développé une passion pour la plateforme, notamment Instagram. Donc, personnellement aussi, je pouvais passer de 5 à 7 heures en plus sur mon téléphone. Donc, quand on compte combien il y a d'heures dans une journée, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Ah, c'est quand même nouveau qu'on peut le savoir en plus, hein? Maintenant, on peut regarder notre temps d'écran, puis je pense que t'es pas la seule peut-être à avoir constaté qu'il y avait beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux. Moi, la première. Exactement. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore la distinction. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir la distinction de la plateforme, quel type de plateforme et tout, mais c'était quand même vraiment énorme comme temps que je passais en ligne. Et j'ai commencé doucement, en fait, à avoir des problèmes de santé, on va dire, mais je le réfutais un petit peu parce que j'étais vraiment, on va dire, ce profil ambition, performance. Je veux aussi montrer qu'est-ce que je suis capable de faire, tout ça. Puis je me suis un petit peu laissée piéger parce que la technologie nous permet, en fait, aujourd'hui, d'être constamment joignable, de répondre à n'importe quelle heure à ses collègues ou à ses prestataires, clients, etc. Et à un moment, c'est ça, j'ai vraiment frôlé le burn-out, en fait. C'est mes parents qui sont venus me visiter au Québec parce qu'on peut l'entendre certainement, hein, j'ai un petit accent, un petit accent du sud-ouest de la France.
Donc, Je l'entends bien. oui, c'est ça. Donc, ça fait 10 ans que je suis installée au Québec. Donc, régulièrement, mes parents viennent me voir, puis vice-versa, bien entendu. Et là, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce qu'en fait, quand ma maman, je suis allée la récupérer à l'aéroport, la première chose qu'elle m'a dit, c'était pas « je suis contente de te voir », c'était « est-ce que tu as vu ta tête ?» Et ça Oh, faisait, c'est frappant, ça. oui. Et ça faisait comme un petit moment quand même que j'étais fatiguée, j'avais vraiment comme une sensation, j'étais irritable, impatiente, je me sentais débordée, j'avais beaucoup de problèmes de créativité, puis c'était un enjeu parce qu'en fait, dans le métier des communications, on doit souvent être créatif, on doit sortir un petit peu de la boîte constamment avec ses idées. Et ça me pesait un petit peu sur les épaules, mais je savais pas trop, en fait, qu'est-ce qui m'arrivait. Puis le fait que ma mère me dise ça a été un « oh, c'est pas juste moi dans ma tête, en fait. Je suis vraiment, j'ai des traits tirés, il se passe quelque chose. » Puis quand j'ai commencé un petit peu à faire mon travail d'introspection, je me suis rendu compte un petit peu de toutes mes mauvaises habitudes que j'avais à cette période-là, mais surtout de la place de la technologie dans ma vie à ce moment-là et de comment je la gérais. Et ça a été un peu un éveil, on va dire, parce que j'étais un peu tombée dans la roue. Peut-être que certaines personnes nous écoutent en ce moment, puis c'est ça qu'elles vont avoir comme idée, c'est que je pensais que c'était normal d'être autant connecté, Oui, d'être c'est ça que j'allais autant... dire. Tout le monde est tellement comme ça autour de nous, fait que c'est difficile Exact. d'en prendre conscience parce que ça devient un peu la normalité, là, en ce moment. Oui, exactement. Et donc, pour moi, c'était comme ça si je voulais atteindre mes objectifs professionnels, etc. Et donc là, je suis un petit peu tombée de ma chaise, on va dire, à ce moment-là. Et j'ai vraiment eu un éveil sur l'envers du décor de la technologie. Donc, tout ce qui est enjeu d'hyperconnectivité, tout ce qui est enjeu de cyberdépendance aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, où vraiment je me suis dit, waouh, je suis certainement pas la seule dans ce cas-là. Il y a un véritable problème avec la façon dont on peut l'utiliser. En fait, c'est pas de dire qu'on la diabolise, c'est plus quand on en perd le contrôle ou quand on l'utilise pas correctement, les impacts qu'elle peut avoir. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai décidé de passer à l'action. J'avais comme une petite âme d'entrepreneur à l'intérieur de moi quand même. Fait que tu as fait le saut directement avec cette thématique-là comme entrepreneur. Ouais. J'ai fait le saut quelques mois après cet incident-là. Je me suis entourée de psychologues, d'experts en santé. Moi, j'ai joué la cobaye beaucoup parce que je vivais le problème à ce moment-là. Donc, c'était aussi pour m'aider moi-même. Et m'aider moi-même, en fait, a mené à peu près comme 2 ans de recherche et développement pour vraiment créer des produits, des services qui aident à une meilleure gestion de la technologie, mais aussi à accéder à des périodes de déconnexion. Parce que moi, à ce moment-là, c'était aussi un enjeu, le mot déconnexion, en fait. J'ai des anecdotes folles sur des séparations de téléphone à ce moment-là où je rentrais dans des véritables crises de panique à l'idée de pas avoir de réseau Internet ou de pas avoir mon téléphone proche de moi. Donc, c'était vraiment assez fou quand on y pense parce que, je veux dire, on a survécu les humains jusque-là avant d'avoir un téléphone, mais cette technologie aujourd'hui, et on va certainement en parler pendant notre épisode, mais a une façon d'être conçue qui fait que ça nous pousse vraiment à avoir peur d'être séparés d'elle, à avoir peur de manquer des choses. Et c'est comme ça que je suis devenue, on va dire, une véritable experte en la matière. Donc, experte en bien-être numérique et déconnexion, donc vraiment pour aider les gens à réutiliser correctement et à avoir des repos sans technologie plus régulièrement aussi. J'aime beaucoup ta façon d'amener l'information parce qu'elle est positive, elle est constructive. Hein? On est vraiment dans la recherche de bien-être, justement, numérique, dans l'apprentissage de la déconnexion et non pas dans la diabolisation. C'est vraiment peut-être de retrouver un équilibre qui est plus sain. Et parlant de ça, je pense que tu en as été toi-même témoin de l'impact de l'hyperconnectivité dans une vie. On est dans un monde hyper connecté et on parle de plus en plus du concept d'épuisement numérique. Donc, on va encore plus loin que la fatigue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ça peut être, en fait, l'épuisement numérique? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que peut-être on est en train, tranquillement, pas vite, de s'en aller vers ça? Ça serait quoi les signaux d'alerte? Alors oui, l'épuisement numérique, c'est vraiment comme une fatigue, en fait, de l'utilisation de la technologie. Et tu l'as dit, elle est omniprésente aujourd'hui dans nos vies. Donc, on l'a dans les milieux de travail, on l'a dans les loisirs, dans nos façons de communiquer. Donc, il y a comme un stress qui peut être relié, en fait, à cette utilisation qui est parfois forcée aussi.
Forcé Mhm. dans le sens où si on veut rester dans le monde moderne aujourd'hui, on a comme une obligation de connectivité. On n'a pas le choix de l'utiliser. Même quand on part en vacances, des fois, il y a des check-in avec les hôtels où on doit utiliser notre téléphone. Donc, c'est vraiment une omniprésence, en fait, du numérique. Et il y a aussi un axe dans notre utilisation, notre façon de l'utiliser, donc que ce soit au travail, les techniques de travail aussi, qu'on n'a pas forcément mises à jour par rapport à toute cette technologie qui est arrivée dans notre vie professionnelle, mais également côté personnel, dans nos habitudes en fait, dans les habitudes qu'on a mis en place autour du numérique, qui peut amener à comme des sensations de débordement, trop de surstimulation en fait vis-à-vis de nos communications, puis de comment on gère la technologie au quotidien. C'est fou quand même parce que tout ça, ça a été mis en place pour nous sauver du temps, pour nous faciliter la vie. Tu sais, l'objectif derrière tout ça, là, au final, tu sais, c'est de nous rendre plus productifs. Et j'ai l'impression qu'on est vite tombé dans le piège, finalement, d'avoir tellement d'options, tellement d'outils que ça crée l'effet complètement inverse qui est de se garrocher à gauche, à droite, d'être partout, de vouloir tout utiliser ou même des fois d'être coincé dans ben là, est-ce que c'est la meilleure application? Vouloir toujours trouver la meilleure application, réapprendre continuellement des nouvelles applications. Donc, c'est une espèce de spirale sans fin où est-ce qu'on sauve vraiment du temps? Je suis pas certaine. Mais Finalement, quand on prend un recul, là. Oui, non, c'est un très bon point, mais je pense que c'est essentiel aussi de comprendre la technologie, comment elle a été conçue. Parce que oui, il y a un angle pour nous faire gagner du temps, mais moi, je le vois un peu comme un iceberg tout le temps. Hein. Il y a l'image de comment on nous la vend en haut, qui est toute belle. Puis il y a tout l'angle en dessous où il y a des concepts vraiment, il y a des stratégies qui sont mises en place pour nous faire consommer, pour créer des habitudes autour de la technologie, des gestes automatiques. Parce qu'il y a un modèle économique sur beaucoup d'applications qu'on utilise ou par lesquelles on a commencé à utiliser la technologie, qui a comme créé en fait mais comme une certaine dépendance. Hein. Il y a tout un jeu aussi avec notre système de récompense, les fameuses notifications, la dopamine dans le cerveau. Donc, c'est certain que notre corps a assimilé certaines technologies, on peut prendre le cas par exemple du téléphone, à un outil qui va nous amener de la récompense. Donc, cette espèce de récompense instantanée, on va vouloir aller s'y jeter dessus régulièrement parce que c'est eh bien un petit boost de dopamine. Donc dopamine, hein, c'est la fameuse hormone du plaisir. Hein, donc il y a comme un petit boost chimique qui se fait dans notre cerveau au moment où on a ce genre de récompense. Donc c'est certain que on a assimilé certaines plateformes à ça. Donc c'est pour ça qu'après c'est plus complexe dans nos milieux de travail, par exemple, d'éviter le multitâche si on a le téléphone à proximité parce que on le voit, on le sait. Donc un appel constant. Allô, viens me voir. Exactement, il y a comme un appel constant. Donc, c'est vrai qu'on a développé en fait des habitudes qui ne sont pas saines pour notre productivité, pour notre santé aussi, parce que tout ce qui est multitâche, souvent on pense au côté productivité, que ça nous fait perdre beaucoup plus de temps. En fait, 40% de moins de productivité quand on fait du multitâche, alors qu'on pense en gagner. Donc, c'est des chiffres qui ont été faits par des instituts en neurosciences. Donc, c'est vraiment concret. Hein, c'est quelque chose, je répète souvent, le multitâche est un mythe, mais on a quand même tendance à vouloir le faire, à vouloir essayer de faire ce genre de geste. Et en effet, ça ne nous fait pas gagner du temps. Je pense que cette idée de multitâche, elle existait bien avant les technologies. Je pense qu'il y a quelque chose d'ancré chez beaucoup de femmes d'ailleurs. Hein, c'est un discours qu'on entend. Je suis capable de faire plein de choses en même temps. Les hommes sont pas capables de faire plein de choses en même temps. Donc, il y a cette illusion-là. Et je pense que là, les technologies nous ont amené encore plus à s'enfoncer là-dedans parce qu'il y a cet appel, justement, cette tentation de faire plein de choses, cette idée de simplification, finalement. J'ai l'impression qu'on a dépassé le stade de l'outil. Tu sais, c'est un peu comme si notre marteau sur lequel on frappe, à chaque fois qu'on frappe un clou, il nous dit bravo, yeah, génial, frappe plus fort, t'es arrivé en position numéro 1, meilleur frappeur de marteau. Donc, c'est un peu là qu'on est rendu, où c'est plus juste, j'utilise un outil pour me simplifier la vie, mais je recherche quelque chose aussi derrière l'utilisation de cet outil-là. Oui, tout à fait. Puis, c'est vrai que c'est un bon point aussi, ce que tu mentionnes vis-à-vis du multitâche notamment, où c'est devenu félicité par une société ou par soi-même. On a même des technologies aujourd'hui qui sont vendues en nous promettant qu'on va pouvoir faire du multitâche. Oh! Ils ont oublié de lire les études, eux, je pense. Hein?
Donc, on pousse beaucoup, en effet, des comportements qui vont, en fait, à l'encontre même des bonnes pratiques vis-à-vis de comment l'humain est conçu, en fait, tout simplement. Je suis tellement d'accord. Ben justement, parlons-en des comportements ou même des types de technologies, là, parce que là, on parlait, par exemple, des notifications. C'est pas toutes les technologies qui utilisent ce concept-là, quoique beaucoup. Est-ce qu'il y a des technologies, des comportements ou même des types de milieux qui nous exposent à plus de risques que d'autres de se retrouver en épuisement? Mais c'est certain que ça va dépendre un petit peu de la personnalité des personnes. Je vais te découper un petit peu comment je vois les 3 axes du bien-être numérique. Ça va aider à répondre un petit peu à la question et à voir les axes aussi d'intervention. Le premier, ça va être individuel. Donc oui, c'est certain qu'il y a certains outils qui ont été conçus avec des modèles économiques derrière pour pousser la consommation. Donc on va avoir des stratagèmes. Les notifications ont été parmi les premières. C'est vraiment elles qui ont créé comme un geste automatique autour des outils numériques. On en a plein aujourd'hui d'autres comme les fameux 3 petits points qui vont charger quand vous écrivez dans les outils de communication. C'est souvent pour nous garder en ligne parce qu'on veut savoir qu'est-ce que l'autre personne est en train d'écrire. Pendant ce temps-là, on va peut-être scroller à droite, à gauche, on va voir la publicité. Hop, ça va faire l'effet escompté, on va dire, pour la plateforme. Et il y a toute la quantité d'informations aussi qui est partagée, les fils d'actualité sans fin où on peut scroller toute une nuit sans s'en apercevoir. Là aussi, c'est des stratagèmes qui sont faits pour pousser la consommation et qui peuvent, même si c'est dans la sphère personnelle, nous amener à des problématiques d'épuisement parce que cette quantité d'informations qu'on a à gérer va être problématique. Le lendemain, si on fait ça toute la nuit, notre journée de travail, le lendemain, va en pâtir. Donc, c'est pour ça que tout est vraiment interrelié. Le deuxième axe de bien-être numérique, il va être plus dans les organisations. Donc, comment, on va dire, dans quel type de culture d'entreprise on travaille? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Est-ce que tout ce qui est saine performance est valorisé, oui ou non? Tout ce qui est conciliation famille-travail, tout ce qui est droit à la déconnexion. Donc ça aussi, ça va venir avoir des répercussions sur notre utilisation individuelle. Et ensuite, le troisième, ça va être plus les habitudes sociétales. Donc, sociétalement, qu'est-ce que c'est qui est accepté, par exemple, comme délai de réponse? Moi, je prends souvent le cas du courriel. On a, dans les dernières années, déterminé sociétalement qu'un courriel pouvait prendre 24 à 48 heures, par exemple, pour être traité. Il y a d'autres outils où il y a on va dire, des attentes qui vont être plus courtes ou plus longues. Donc ça aussi, ça va venir amener une certaine pression en fait sur les individus. Est-ce qu'on constate une différence entre, par exemple, l'Occident et les autres endroits dans le monde? Est-ce que ça a été documenté? Alors, nous, on a fait une étude au Québec par rapport à l'hyperconnectivité au Canada. Donc, c'était Québec-Canada, majoritairement quand même dans la province du Québec. On compare pas mal quand même avec d'autres pays et je te dirais que oui, c'est assez généralisé, l'enjeu de l'hyperconnectivité, que ce soit dans les milieux de travail ou même dans les utilisations individuelles. Il y a un véritable défi vis-à-vis de la gestion de la technologie. Il y a une étude qui a été faite à l'international qui mettait en évidence que 70% des utilisateurs de téléphones intelligents souffrent de nomophobie. La nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone. Donc, c'est vraiment à l'international, qu'importe la culture, même qu'importe les âges. Des fois, on a l'impression que c'est réservé à une certaine tranche d'âge, ce qui est faux. C'est certain que ça va être peut-être différent, les enjeux. On s'entend qu'une personne, par exemple, qui est retraitée, elle va peut-être plus consommer des jeux en ligne que d'avoir des enjeux avec sa connexion au courriel professionnel, on s'entend, mais dans le résultat, puis dans les impacts qu'on peut avoir d'un point de vue santé mentale, santé physique et relationnelle, il va y en avoir également tout âge, tout secteur d'activité, toute région géographique. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de liens à faire aussi avec l'accessibilité aux technologies, donc au niveau peut-être aussi de la richesse économique de certains pays qui fait en sorte que c'est plus facile d'y avoir accès pour tout le monde. Et il y a aussi une question de valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire aussi avec tout ce qui est hyper-productivité, donc toute la culture un peu du burn-out qui est très, très présente dans les pays occidentaux. Je pense que ça vient aussi renforcer ça énormément. Comment est-ce qu'on peut reconnaître individuellement, là, pour commencer, quand notre utilisation peut-être des technologies dépasse un seuil qui serait un peu plus sain pour notre santé?
Moi, je pose souvent la question de quel est votre rapport au téléphone? Parce que le téléphone est l'outil qui est le plus utilisé pour naviguer sur Internet, parce qu'on s'entend que l'enjeu avec la technologie, c'est pas tant le téléphone, c'est la connexion à Internet. Parce que Internet représente les autres, tout un tas d'informations, donc c'est souvent ce rapport-là qu'on va avoir au web. Donc moi, je pose souvent des questions de qui contrôle qui. Est-ce que vous contrôlez la technologie ou est-ce que c'est la technologie qui vous contrôle? Est-ce que vous êtes vraiment en maîtrise? Et là, je vais mettre un petit point de point d'exclamation parce que je le mentionnais, on a fait une étude en juin dernier auprès de 183 personnes et on s'est rendu compte pendant l'étude, c'est quelque chose que je voyais sur le terrain, mais c'était intéressant de pouvoir le faire ressortir dans l'étude, qu'il y avait aussi comme une illusion de la déconnexion. C'est-à-dire qu'on avait, je crois que c'était autour de 5,9 en termes de notes. En fait, on a demandé aux personnes de se noter sur leur capacité à se déconnecter du numérique. Donc, ils se donnaient en moyenne 5,9 sur 10 pour leur capacité à se déconnecter. Mais dans les chiffres de gestes qu'ils avaient, il y avait 75% qui disaient qu'ils étaient incapables de se déconnecter de leur téléphone. Et on avait comme un 65%, quelque chose comme ça. Ouais, 63 ou 65%. Des gens qui disaient qu'ils continuaient à se connecter à leurs outils de communication professionnelle en dehors des heures de travail, pendant les vacances, pendant les congés, des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment comme une perception qu'on arrive à se déconnecter, on arrive à avoir des bonnes pratiques, parce que souvent, on se note soi-même, et alors on a envie de se donner une bonne note. Mais Oui. les faits, c'est ça. Mais dans les faits, eh bien, C'est un les peu gestes différent. qui étaient véritablement mis en place, c'était pas ce qui ressortait. Mais c'est qu'il y a aussi une différence entre la capacité de se déconnecter et comment on se sent lorsqu'on est déconnecté. Parce que je peux dire, je suis capable. Oui, ultimement, je peux me forcer. Je peux aller mettre mon téléphone dans une autre pièce, mais est-ce que je me sens complètement déstabilisée? Est-ce que là, je sens que l'envie d'y retourner, d'aller le chercher est hyper présente? Moi, à un moment donné, j'avais fait le test et ça m'a permis de faire beaucoup de réalisations, d'enlever les applications des réseaux sociaux de mon téléphone, mais de garder les onglets raccourcis sur mon téléphone pour me voir, en fait, peser sur ces boutons-là, pour voir combien de fois par jour je pouvais peser sur ces boutons. Bon, là, l'application n'ouvrait pas parce qu'elle était plus sur le téléphone, mais ça m'a permis justement de prendre un pas de recul et de faire « Oh, OK, pourquoi je suis en train de peser là? J'ai aucune raison de peser là. » Ça devient tellement un automatisme, un réflexe, on s'en rend plus compte que justement, c'est beau dire « je peux le faire », là, mais à quel prix, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis c'est là, je pense, qu'on peut commencer à détecter certains comportements de dépendance aussi, qui sont pas toujours évidents à accepter, à reconnaître, parce que c'est challengeant, je pense, pour nous de se l'avouer. Oui, c'est challengeant, puis t'as tout l'angle de « c'est normal, j'ai tout dans mon téléphone, je peux pas m'en séparer, qu'est-ce que je fais sinon ?» C'est devenu presque une extension de son cerveau. C'est ce qui ressort dans certaines études, que les personnes ont vraiment l'impression que c'est comme un deuxième cerveau pour eux. Donc, il y a tout ce rapport aussi à l'outil lui-même qui est devenu notre bloc-notes, notre GPS, notre appareil photo, notre outil de contact, qui fait qu'en effet, ça peut vraiment entraîner des dépendances. Des conséquences aussi, parce que, tu sais, faut pas se mentir. L'enjeu est peut-être plus grand parce que toute l'information, toute notre vie est tellement consignée dans notre téléphone que je peux saisir quand même l'espèce de sentiment de panique à l'idée de peut-être pas avoir fait de backup puis d'avoir perdu tous ses contacts, toutes ses notes, des dossiers professionnels, etc., etc. Évidemment, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter que ça arrive, justement. Et c'est peut-être d'éduquer un peu plus les gens sur les possibilités qui aideraient à diminuer la dépendance, mais ça reste qu'il y a quand même un enjeu. Est-ce que, selon toi, là, on les minimise un peu, les conséquences reliées à l'hyperconnexion? Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus quand même mis en avant. Je pense que les 3-4 dernières années, notamment avec les confinements, le télétravail a quand même, on va dire, été un éveil pour beaucoup de gens par rapport à qu'est-ce que c'est le tout numérique et à quel point c'est essentiel de pouvoir sortir, serrer nos gens dans les bras, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un éveil vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on est en retard par rapport à la place de la technologie aujourd'hui dans nos vies et aux risques et aux enjeux que ça peut amener pour notre santé? Oui, c'est sûr. C'est évident. Après, il y a beaucoup c'est ça. On est quand même dans un mouvement où on est ouvert, je pense, sociétalement, à revoir comment on l'utilise, parce qu'on se rend compte de plus en plus, il y a beaucoup d'études qui sortent sur les impacts que ça a sur notre santé mentale, sur notre santé physique, tout ce qui est aussi relationnel.
performance aussi, parce que c'est vrai que souvent on pense au bien-être, mais il y a aussi tous les impacts sur la performance que ça peut avoir. Donc, je pense que c'est un thème qui va être de plus en plus mis en avant. Oui, d'ailleurs, si je ne m'abuse, au printemps dernier, il y avait le premier ministre qui parlait de lancer une commission sur l'utilisation des technologies chez les jeunes. Espérons que ce soit élargi pour adresser vraiment la société en général. Mais oui, on sent qu'il y a un intérêt peut-être plus grand. Mais concrètement, sur le terrain, toi qui vas dans les organisations, qui rencontres, oui, sans doute des gens qui sont à la base déjà intéressés par l'enjeu, mais est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus généralisé cet intérêt-là ou il y a encore du travail à faire là, pour aller déconstruire certaines croyances et tout sur le terrain? Je te dirais les deux. Les deux, ça va défendre vraiment peut-être des milieux, mais peut-être aussi des personnes. Donc, c'est certain qu'il y a un gros travail de sensibilisation sur l'hyperconnectivité, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a aussi une incompréhension de qu'est-ce que c'est l'hyperconnectivité ou qu'est-ce que c'est la déconnexion. Il y a des fois des façons de la voir qui va être négatives aussi, comme si on ralentit, si on se déconnecte, ça veut dire qu'on va être moins ambitieux, ça va être qu'on va être moins performant. Donc, il y a tout un tas de idéologie peut-être à déconstruire aussi vis-à-vis de cette déconnexion et cette hyperconnectivité. Beaucoup de personnes pensent qu'être hyperconnecté, ça veut dire qu'on va avoir du succès. Puis c'est quelque chose qu'on véhicule aussi dans la société. Hein. Tu as certainement vu passer des publicités où on voit quelqu'un sur le téléphone et on parle à quel point cet entrepreneur ou cette personne a du succès. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très véhiculé dans la société. Donc, c'est certain que... Ça me fait prendre conscience, là, juste comme ça. Il suffit d'aller dans Canva, de chercher des images où on va demander des professionnels, par exemple, où on va même taper « succès ». Et les images qu'on va nous montrer, c'est beaucoup des gens derrière un ordinateur, sur un téléphone. Donc, vraiment... C'est très inconscient, là, tout ça, mais on est exposé à ce message-là de façon inconsciente continuellement, là. Tout à fait. Donc, je te dirais, c'est ça. Il y a des personnes qui sont vraiment très, très, très alertes et qui sont ouvertes à avoir des outils pour s'aider, parce qu'on est vraiment dans cette recherche-là de s'aider. Et il y a d'autres personnes qui sont encore au stade où elles doivent comprendre, en fait, pourquoi c'est important de se protéger de l'hyperconnectivité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le meilleur équilibre possible, hein, parce que l'équilibre parfait n'existe pas, mais le meilleur équilibre possible dans notre utilisation des technologies si on veut justement le plus possible préserver notre bien-être mental, physique, d'abord d'un point de vue peut-être plus personnel, mais aussi au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a des limites, par exemple, qu'on peut mettre en place pour nous aider? Je pense qu'il faut déconstruire peut-être l'idée de mettre la technologie sur un piédestal. Dans un premier temps, ce serait peut-être un petit travail vraiment de réflexion à faire là-dessus, de garder vraiment la technologie à sa place d'outil. Parce que pour arriver à mettre des limites en place, il faut aussi revoir notre façon de la voir, cette technologie. Il y a tout l'angle aussi de comment elle fonctionne, cette technologie. Des fois, on se met un peu en compétition avec elle. Donc, il y a vraiment un travail de réflexion avant sur la place de la technologie dans notre vie en tant qu'individu à faire et à essayer de se déculpabiliser, de se dire qu'on n'est pas des robots, c'est correct si on répond pas 24 heures sur 24. Hein. Je pense qu'on est sociétalement à un moment où il faut accepter certaines limites vis-à-vis notamment des technologies. On est de plus en plus avec des outils absolument incroyables. Là, on parle du téléphone, on parle des applications, mais il y a la technologie, l'intelligence artificielle qui est entrée dans nos vies, qui va être de plus en plus présente aussi. Et je pense qu'on a des réflexions aussi vis-à-vis du rythme de vie qu'elle nous impose ou qu'on veut lui imposer. Il y a toujours comme un double sens. Donc, je pense qu'on est dans un premier temps dans une espèce de réflexion sur accepter notre limite humaine, accepter qu'on ne peut pas fonctionner comme une machine pour pouvoir ensuite aller, réfléchir à des limites, à des bonnes pratiques à intégrer en fonction de son profil. OK. Concrètement, si moi, j'ai vraiment envie de réduire là l'utilisation des technologies, je commence par quoi? Est-ce qu'il y a peut-être 1, 2, 3 actions que tu peux suggérer qui seraient peut-être pas trop déstabilisantes si j'ai envie de m'y mettre? C'est certain qu'on parle d'un changement d'habitude. Donc, pour tout changement d'habitude, il faut savoir où c'est qu'on en est et c'est quoi nos enjeux. Donc, moi, la première étape que je fais toujours faire, c'est de réfléchir, observer à la place de la technologie. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme application, quel outil, combien de temps, à quel moment elle vient peut-être capter ton attention et que tu voulais pas vraiment utiliser l'outil. Donc, vraiment comprendre en fait où sont ces enjeux. Est-ce que c'est des enjeux qui sont plus personnels? Est-ce que c'est des enjeux plus dirigés vers notre milieu de travail? Est-ce que c'est une pression par rapport à notre emploi? Donc, de vraiment dégrossir un petit peu
notre profil réfléchir à où c'est que on va avoir des enjeux avec la technologie. En fonction de ça, ensuite, on va pouvoir mettre en place des actions. Alors oui, il y a tout un tas d'actions, des fois que, on va dire, on va retrouver comme des petites recettes miracles, hein, mais on s'entend qu'il n'y a pas de bouton magique pour arriver à se Non. déconnecter. Je suis désolée de vous l'apprendre si vous espériez ça. Écoute, Je les gens connais- sont habitués là ici sur le podcast parce que c'est vraiment un discours que je martèle continuellement. Alors j'aime ce que j'entends parce que ce que tu nous dis, au final, c'est que la première étape, c'est déjà de s'observer et d'aller voir quels sont nos enjeux à nous et non pas de façon globale, puis de regarder où est-ce que peut-être on est prêt à intervenir pour commencer. Un petit pas à la fois, c'est certain, parce qu'on peut pas passer du jour au lendemain d'un état hyper connecté à une déconnexion totale. Je pense que il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont pratiquer ce genre de déconnexion totale-là. Mais est-ce que c'est durable sur le long terme? Est-ce que c'est viable comme stratégie? Je sais pas, là, tu sais. C'est ça, c'est qu'il y a eu une mode beaucoup avec ce qu'on appelle le digital detox, là, qui est arrivé souvent dans les centres pour des vacances, des choses comme ça, mais c'est souvent des choses qu'on va faire, que les gens vont faire en fait une fois par an, donc comme un peu une bouffée d'oxygène une fois par an, mais qu'on va pas pouvoir ramener à la maison parce que le contexte à la maison est différent, parce que on l'a fait pendant une période très particulière, peut-être où tout le monde dans notre entreprise était en vacances, donc il y a tout un temps en fait de réflexion qui va faire qu'on va comprendre que cette technique-là peut être plus difficile à intégrer au quotidien parce que moi, je prône vraiment une gestion saine au quotidien et des déconnexions aussi au quotidien, non pas quelque chose qu'on va faire une fois par an, mais quelque chose qu'on va vraiment intégrer dans sa routine pour prendre soin de soi, mais aussi passer du temps en famille. Si vous avez des enfants, des choses comme ça, il y a tout un tas d'impacts que la technologie peut avoir aussi sur nos relations. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il est important de mettre en place des actions. C'est pas un truc on coche, on fait une fois dans l'année, c'est coché. Donc voilà, j'ai revu mon rapport avec les technologies, avec les réseaux sociaux. Je suis capable. Donc, c'est bon. Je suis bonne jusqu'à l'année prochaine, finalement. C'est qu'on se rend compte que on peut le réussir une fois dans un contexte où c'est favorable à, par exemple, tout le monde le fait en même temps que nous, ça aide, c'est motivant, mais ça règle pas le fait que les peut-être 360 autres jours de l'année, il y a peut-être des éléments qui sont mis de côté, qui sont pas priorisés, et c'est là que ça devient intéressant de peut-être revoir de façon peut-être plus minimaliste pour commencer nos habitudes. Et là, on parle beaucoup du téléphone, mais il y a évidemment l'utilisation de l'ordinateur, il y a la télévision, il y a les jeux vidéo, etc., etc. Donc, si moi, là, je me dis, OK, tu sais, je veux diminuer tout ça sans me mettre trop de pression, est-ce que tu as un truc à me donner? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux m'appuyer sans que ce soit magique, là, qui va me donner envie de l'essayer si je suis un peu réticente pour commencer? Oui, je te dirais que je t'inviterai en fait à noter le nombre d'heures que tu passes sur les écrans. Donc à la fois dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère professionnelle, et essayer de voir aussi les journées. Donc est-ce que par exemple le lundi, tu passes 9 heures sur ton ordinateur parce que c'est ta journée de travail et que tu es habitué à peut-être scroller, je sais pas quoi faire le soir pendant 2 heures et demie. Peut-être essayer de réfléchir à une activité que tu pourrais mettre à la place de ce scrollage du soir pour réduire un petit peu ton temps d'écran. Donc, une activité que tu aimes faire, parce que là, on parle d'un outil qui va vraiment stimuler tout ton système de récompense, donc qui va t'amener du plaisir. Donc, si on arrive à le basculer avec peut-être, je ne sais pas, tu es peut-être passionné de peinture et si ce soir, à la place, tu t'octroyais 30 minutes pour faire de la peinture. Donc, essayez de toujours combler aussi ce temps qu'on va pas faire sur l'écran avec une activité facile au départ, parce que ça va aussi nous aider, en fait, à se séparer de la technologie. C'est bien joli de dire on va se déconnecter, on va pas faire de temps d'écran ce soir, ok, mais si tu as besoin de faire quelque chose, remplace-le par quelque chose que tu aimes faire et quelque chose qui est facile. Parce qu'on s'entend qu'au départ, ça va être dur de mettre en place cette habitude. Parce que c'est beaucoup plus simple d'attraper son téléphone ou de taper sur son clavier que peut-être aller chercher des pinceaux. Je prends l'exemple de la peinture, mais ça peut être toute autre chose. Ça peut être un livre aussi si on a envie, ça peut être cuisiner. Mais essayer de le remplacer par une activité pour faire en sorte, en fait, de stimuler sa tête, de stimuler son intellect pour pas que on ait comme cette envie d'aller se connecter en ligne. Oui, il faut se connaître assez pour savoir que oui, peut-être l'option de la facilité après une grosse journée de travail, on est fatigué, on va chercher l'option la plus simple possible. Donc, si on reprend l'exemple de la peinture, est-ce que je peux m'assurer
avant d'être complètement fatiguée, rendu au soir, donc le matin peut-être, de sortir mon matériel, de rendre tout accessible, de peut-être inviter quelqu'un à venir chez moi en faire avec moi, donc pour ajouter certaines balises qui vont faire en sorte que je vais avoir un élan de motivation peut-être un peu plus élevé finalement pour faire l'activité, parce que c'est certain que c'est tentant d'aller vers l'option la plus facile quand on est complètement brûlé, là. Tu sais, même si on sait ultimement avec le recul que l'autre option nous aurait peut-être énergisé davantage que de passer 2 heures sur le divan à scroller, ben c'est quand on le fait, on le réfléchit pas comme ça, on le réfléchit pas en conscience, on le réfléchit pas avec le recul. Hein, on le fait, puis après ça, on se fait attraper, puis après ça, on se réveille 2 heures plus tard, puis on fait « Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? » Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment, tu sais, c'est pas genre, on regarde pas l'heure, là, tu sais, on se fait embarquer, puis après ça, ben, on est foutu, tu sais. Fait que, est-ce qu'on peut se mettre une alarme? Est-ce qu'on peut se dire, regarde, OK, j'y vais sur les réseaux sociaux, mais je me mets un timer, 15 minutes, juste pour me réveiller, sortir du pilote automatique, puis voir, est-ce que je suis toujours à l'aise d'être sur mon téléphone? Est-ce que je veux continuer ou est-ce que je veux faire autre chose? Donc, c'est de sortir un petit peu de cet automatisme et pour ça, faut s'aider un peu quand même. Oui. Tout à fait. Maintenant, parlons des organisations, puisque tu es quand même en contact avec nombreuses d'entre elles. Admettons que je suis un gestionnaire, je suis un propriétaire d'entreprise, que je voudrais mettre des choses en place concrètes dans mon organisation pour aider les personnes qui y sont à peut-être aller davantage vers un bien-être numérique, permettre le droit à la déconnexion, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Moi, je recommande toujours la formation dans un premier temps parce qu'on va avoir plusieurs types de profils dans une organisation. On va avoir les personnes qui en ont besoin et qui savent qu'elles en ont besoin, donc qui vont être très réceptives et qui veulent avoir des outils. Et on va aussi avoir des personnes qui pensent qu'elles sont, c'est le fameux syndrome du super-héros, qu'il n'y a pas de problème, qu'elles être hyper connectées, elles le vivent bien et que ça va super. Donc, le premier des axes, c'est vraiment la formation pour faire bien comprendre à tout le monde les répercussions que ça va avoir sur son bien-être, sur sa performance, mais également dans les communications et les relations entre collègues. Parce que il peut y avoir beaucoup de friction autour de certaines habitudes qu'on va avoir autour de la technologie, dans les communications notamment, qui peuvent venir impacter, on va dire, la cohésion d'équipe. Donc, je dirais dans un premier temps, la formation, vraiment éduquer les gens à la problématique. Ensuite, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mettre en place aussi dans l'organisation. Moi, j'aime beaucoup faire un sondage, donc où vraiment on va essayer de voir les problématiques par rapport à la réalité de l'entreprise, en fonction du nombre d'employés, en fonction également du secteur d'activité, de l'environnement aussi. Est-ce qu'on a des clients à l'étranger? Est-ce qu'on a des enjeux aussi dans tout ce qui est communication, créneaux d'horaire, des choses comme ça? Et ensuite, on peut mettre en place un plan d'action. C'est vraiment la formation s'inscrit dans un plan d'action, c'est-à-dire où là, on va vraiment garder le bien-être numérique au cœur vraiment des valeurs de l'entreprise, en fait. Donc, que ce soit parler d'un thème en particulier, faire des réunions où on va parler des potentiels enjeux qu'on peut avoir et toujours garder comme une animation autour des problématiques qu'on pourrait avoir autour de la technologie en interne. En fonction, bien sûr, de l'organisation, il y a d'autres actions qu'on peut mettre en place. Mais de garder ça aussi à l'intérieur des actions en répétition. Que ça soit pas juste une mode, là, ou juste une thématique sur un mois. Là, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai bien fait. J'ai fait ma part. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, j'entends 2 choses dans ce que tu me dis. Premièrement, encore une fois, on a de l'observation, une espèce de diagnostic un peu des pratiques à faire, puis ensuite de voir comment est-ce qu'on peut implanter des actions concrètes graduellement, encore une fois, pas tout d'un coup, parce que ça risque d'être quand même un peu difficile changer une culture d'organisation en un claquement de doigts. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des résistances parfois, puis des fois pas forcément des gestionnaires. Des fois, je pense qu'il y a des gestionnaires très bien intentionnés qui veulent mettre des pratiques comme ça en place et qui ont de la résistance de par leurs équipes. Est-ce que ça, tu l'as déjà observé? Ah oui, bien sûr. Et c'est normal, tu sais, avec le chiffre que je te mentionnais tout à l'heure, le 70% de gens qui sont vraiment, qui ont la nomophobie, donc cette peur d'être séparés du téléphone. On a des fois des personnes qui ont vraiment une véritable peur à l'idée d'actions qui pourraient être mises en place dans les organisations, qui vont peut-être prôner des réunions sans téléphone ou des journées sans courriel, des choses comme ça. Donc c'est normal aujourd'hui que tout le monde n'embarque pas au départ. Et faut pas trop s'inquiéter de ça, parce que souvent quand on met en place les actions, puis que ces gens-là commencent à observer
les répercussions positives qu'il va y avoir sur les personnes qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure, souvent ça va faire son petit chemin, mais comme tu l'as mentionné, moi c'est souvent des accompagnements sur 6 à 12 mois. Donc c'est certain que ça prend du temps. On parle d'un changement d'habitude à la fois individuel et organisationnel. Et il y a aussi l'externe, tout ce qui est client, tout ce qui est fournisseur, qu'il va falloir aussi peut-être rééduquer ou sensibiliser. Donc c'est certain que ça prend du temps, mais dans les retours qu'on peut avoir, il y a une amélioration de tout ce qui est qualité de vie au travail, une amélioration aussi dans tout ce qui est performance, créativité, innovation, culture d'entreprise aussi. On est dans une espèce de contexte où on court un petit peu après les employés de talent. Donc de mettre en place aussi ce type de formule, ça va aider tout ce qui est conciliation famille-travail. Donc ça va être super pertinent aussi pour l'organisation au final, pour fidéliser, attirer les meilleurs joueurs pour pouvoir continuer sa mission. Comme dans tout, je pense que ça va prendre de plus en plus de modèles positifs, constructifs qui vont nous être montrés. Il va falloir en parler davantage. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que tu fais au quotidien, c'est ta mission. C'est comme ça qu'on va être capable de faire une différence et de changer un peu les façons de voir les choses. J'ai envie de te demander comment tu penses que ça va évoluer tout ça, tu sais, avec les technologies qui continuent de se développer à une vitesse phénoménale, dont l'intelligence artificielle. Est-ce que on va s'en aller de plus en plus vers une déconnexion numérique ou à l'inverse, ça va demeurer un peu difficile là d'y avoir accès? Ben, je pense que comme tout, il va y avoir peut-être deux mondes. On va avoir de plus en plus de demandes de déconnexion numérique pour les personnes qui ont vraiment compris l'enjeu de l'hyperconnectivité puis qui ont vraiment des besoins en fait de pause numérique. Et de notre côté, on va peut-être avoir des personnes qui, elles, vont vraiment partir à fond dans tout ce qui est connectivité. Non pas qu'elles vont pas en souffrir, mais qu'il va falloir peut-être qu'elles aillent jusqu'à heurter un mur pour comprendre que c'est problématique. Donc, je le vois en deux axes. Bien d'accord, puis c'est pas mal comme ça avec tous les enjeux de santé publique, de bien-être, etc. Ça prend quand même des années pour conscientiser certaines choses, puis il suffit de penser les messages dont on faisait la promotion en santé publique il y a 20, il y a 30 ans. Il y en a certains qu'on est encore en train de marteler et qui sont pas acquis. Donc, je pense qu'encore là, pour faire un rebond sur ce que tu as dit précédemment, je pense qu'il faut garder ça vivant dans nos réflexions. Il faut continuer d'en parler. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre sur l'importance de prendre soin de son bien-être numérique? Je te dirais que moi, j'assimile vraiment le bien-être numérique comme une compétence. C'est pas un petit plus qu'on va... on a décidé que on essayait ça, un petit peu comme un art de vivre spécial. C'est vraiment une compétence de notre monde hyper-connecté. C'est quelque chose, un élément essentiel en fait pour notre santé, pour notre succès aussi. On parle beaucoup d'abondance, c'est devenu un mot à la mode, abondance, succès, tout ça, et bonheur, être heureux, etc. Et je pense qu'une bonne maîtrise de la technologie est vraiment la clé aujourd'hui parce qu'on a accès à énormément de comparaisons en ligne, énormément on le disait, d'informations, de stimulation qui peut être très positive des fois, n'oublions pas, mais aussi négative. Donc je pense vraiment qu'on doit considérer ça comme une compétence aujourd'hui. J'espère qu'on va l'adresser davantage aussi dans les cursus scolaires, tant au niveau primaire, secondaire, cégep, université, parce que pendant longtemps, la compétence à développer, c'était celle de mieux comprendre les technologies. Nos enfants aujourd'hui sont nés dedans. Là. C'est naturel pour eux. Peut-être que là, ce qu'on a besoin d'apprendre justement, c'est comment les utiliser sans compromettre notre bien-être, notre santé, donc d'une façon peut-être plus saine, plus optimale. Merci, Laurie, pour ce message. Je pense qu'il y a besoin d'être entendu et réentendu encore une fois. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour peut-être bénéficier de tes ressources, tes services? Oui, alors c'est certain qu'il y a le site web vivala.ca où c'est qu'il y a vraiment tous les services qui sont présentés, que ce soit pour les services en entreprise ou également pour les individus. J'ai également des ressources gratuites sur le site web, donc vous allez dans le petit onglet ressources. J'ai un podcast tous les mercredis, je parle de bien-être numérique, donc si jamais il y a des thèmes en particulier que vous voulez écouter, c'est disponible sur toutes les plateformes. On a également une infolettre mensuelle où on partage des astuces et nos actualités.
Donc, Super! Merci à toi qui nous écoutes. Si jamais tu as envie de réagir à nos propos, tu as envie de poursuivre la conversation, tu peux laisser un commentaire, poser une question sur les différentes plateformes où se retrouve l'épisode, mais aussi nous taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Pour moi, c'est @Annie au jour le jour et pour Laurie, @Vivala_offline. Je te souhaite de prendre le temps d'être à l'écoute de tes besoins et merci d'avoir été là. Je te dis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.